Jean-Pierre Berdon, bonjour. Merci d'être venu ici au Club de la Chasse et de la Nature, donc ce haut lieu de la culture cinégétique, pour un dimanche à la campagne. Alors, vous êtes le président de l'association des guides de grande chasse et vous venez de publier une superbe plaquette qui est La Grande Chasse, une nécessité pour la biodiversité. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, votre association ? Écoutez, notre association a été créée en 2011. Elle regroupe de nombreux guides et elle a plusieurs missions. La première, c'est d'avoir au sein de cette association des guides de chasse qualifiés, très compétents et qui respectent des valeurs de chasse sportive et surtout une chasse responsable. Nous avons à l'heure actuelle une 50aine de guides dans cette association. La plupart d'entre eux exercent en Afrique, mais également certains en Amérique du Nord et en Asie centrale. Alors pour les chasseurs, pour nos clients, c'est un gage de sérieux et de sécurité d'être guidés par un membre de notre association. Et vos guides sont essentiellement répartis sur l'Afrique ou sur d'autres ? Non, sur Afrique, comme je vous disais, Afrique et également Amérique du Nord et Asie centrale, mais principalement en Afrique. Alors donc oui, pour les clients, c'est important d'être guidé par un membre de notre association. C'est vraiment un gage de sérieux et de compétence. Et de sécurité. Et de sécurité, bien entendu. Alors notre autre mission est de communiquer. Il est très important de communiquer de façon à véritablement expliquer pourquoi la grande chasse est indispensable à la conservation de la biodiversité. Alors nous communiquons à partir de notre site internet, nous communiquons aussi à partir des réseaux sociaux, des publications dans différents médias, des brochures, des catalogues que nous éditons et que nous distribuons, et également à partir de films que l'on peut retrouver sur notre site, mais également sur YouTube. Alors nous sommes aidés dans cette communication par des chasseurs que nous accueillons dans notre association en tant que membres d'honneur. Et ces chasseurs nous aident financièrement et nous aident également, ils expliquent autour d'eux pourquoi cette grande chasse est absolument indispensable à la conservation de la biodiversité. La Fondation François Sommer nous aide aussi beaucoup, techniquement et financièrement. Alors le braconnage, justement, c'est le grand fléau qui menace aujourd'hui les populations d'éléphants, de rhinocéros. Quel est l'état exact des populations en Afrique ? Alors, si vous permettez, d'abord, je pense qu'il faut expliquer. Vous savez, Antoine, beaucoup de gens sont persuadés que si la grande chasse était interdite, les territoires sur lesquels elle est exercée, les animaux seraient préservés. Alors c'est absolument faux et l'expérience prouve même le contraire. Ce qu'il faut savoir et ce qui est très important, les territoires de grande chasse qui représentent environ 120 millions d'hectares à l'échelle du continent africain sont 20% plus importants en superficie que tous les parcs nationaux africains. Et il faut savoir que sur ces territoires de chasse, la seule activité touristique possible, c'est la chasse. Le tourisme de vision n'est absolument pas adapté sur ces territoires, pour de nombreuses raisons. D'une part, ces territoires sont très éloignés et difficiles d'accès. D'autre part, la visibilité est réduite du fait d'une végétation très importante. On voit certaines fois sur des territoires de savane à 50 mètres, 60 mètres de part et d'autre des pistes. Sur des territoires de forêt à une vingtaine de mètres. Donc il faut savoir que la seule activité possible, la seule activité touristique possible, c'est la grande chasse. Et si la grande chasse était interdite, comme des activités de safari photo, de vision ne sont pas possibles, ces territoires seraient immédiatement occupés pour les activités agricoles ou d'élevage et avec comme conséquence la disparition de la faune à la vitesse grand V. Parce que s'il y a des cultures et de l'élevage, en Afrique, les agriculteurs et les éleveurs ne sont pas indemnisés comme dans les pays occidentaux. En France, un agriculteur qui a son champ de maïs ravagé par une compagnie de sangliers dans la nuit, il est indemnisé. Un éleveur qui a ses brebis tuées par des loups, il est indemnisé par brebis. En Afrique, absolument pas. Le pauvre agriculteur qui a une dizaine d'hectares de maïs et dans lesquels rentre la nuit un troupeau d'éléphants ou un troupeau de buffles, il n'a que ses yeux pour pleurer. L'éleveur, si les lions et des léopards ou des hyènes tue son bétail, la même chose, il n'a que ses yeux pour pleurer. Donc, il faut bien comprendre que éleveurs et agriculteurs, ils mettent tout en œuvre pour que les populations de grands herbivores et de grands prédateurs soient les plus basses possibles. Alors, on ne peut pas leur reprocher. Qu'est-ce qui braconne aujourd'hui ? Ces animaux, ils disparaissent comment ? Alors, ces animaux disparaissent... justement, si les territoires de grande chasse sont supprimés, à ce moment-là, s'il y a de l'élevage et de l'agriculture, tous les agriculteurs et les éleveurs vont tout faire pour que les populations d'animaux soient basses. Mais le gros braconnage à l'heure actuelle, qui est véritablement un fléau, c'est un braconnage parce qu'il y a une demande sur les marchés asiatiques de cornes de rhinocéros et de défense d'éléphants. Et ça, c'est un véritable fléau. Il faut savoir que dans les 10 dernières années, 60%
des populations d'éléphants ont disparu. 60%. Et uniquement pour une demande sur les marchés asiatiques. Parce que l'ivoire est utilisé, et principalement en Chine, pour confectionner des statuettes et également des sceaux. Qu'est-ce que coûte à peu près, on a idée, le prix du kilo de l'ivoire ou d'une corne de rhinocéros en l'ordre de grandeur? En Chine, l'ivoire est vendu à peu près $2500 le kilo. Et les cornes de rhinocéros, $25 000 le kilo. Alors, c'est pas ce que touchent les braconniers. Mais vous savez, il y a un braconnage industriel absolument terrible. Et ce qui est révoltant, ce qui me révolte, c'est de voir que des pays comme la Chine laissent faire ces trafics. C'est absolument dingue parce que ces pays comme la Chine, le Vietnam, le Cambodge, ils ont signé à peu près toutes les conventions internationales de protection de la faune, de la flore et des habitats. Et en ayant signé ces conventions, ils laissent faire. Et ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Ils laissent faire et parfois, ils participent même à ces trafics. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique suite à l'épidémie de Covid par rapport à votre métier, par rapport aux guides? Vos guides, ils sont restés sur place? Ils sont rentrés en France? Écoutez, non, tous les guides étaient sur place. Ils ont eu très peu de chasseurs, de clients. Donc, ils en ont profité pour justement faire une lutte anti-braconnage encore plus importante que d'habitude. Alors, lorsque vous n'êtes pas en Afrique et que vous êtes en France, vous chassez. Oui, absolument. Vous chassez quoi? Alors écoutez, moi je suis un grand amateur de petit gibier. Donc j'aime beaucoup chasser le petit gibier au chien d'arrêt. Donc j'ai une femelle braque allemand et je chasse en Normandie, principalement la bécasse, perdreau, faisan. Je suis vraiment un amateur de petit gibier et de chasse au chien d'arrêt. Et vous occupez de votre territoire aussi? Bien sûr, oui. On agrène Qu'est-ce que vous faites? On agrène, il y a les cultures à gibier, on fait des bandes de maïs, de miscanthus, de façon à couper un peu les assolements. Oui. Et quand vous êtes le week-end, le dimanche, à la campagne, et pas en Afrique, oui. Est-ce qu'il y a un objet que vous aimez retrouver? Alors oui, c'est un objet très particulier, je vais vous le montrer. C'est un couteau qui appartenait à mon grand-père. Alors, il est marqué US 1917. Ce sont des couteaux qui étaient distribués par l'armée américaine pendant la guerre de 14 dans les tranchées aux soldats français. Et il vous sert de temps en temps? Oui, pour couper du saucisson, du fromage, et de temps en temps pour poser un bracelet sur un chevreuil ou un sanglier. Et votre grand-père était chasseur? Oui, bien sûr. Donc, toute ma famille. Toute la famille. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Pierre. Je vous en prie, merci bon Antoine. courage pour les prochains mois. Merci. Au revoir.